Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment moi j'arrive à lire la structure des marchés à travers les moyennes mobiles comme indicateur. Je sais que pour beaucoup de gens, cela semble fou d'utiliser uniquement les moyennes mobiles pour prévoir la structure des marchés, mais moi, selon ce que j'ai eu à faire pendant longtemps, j'ai constaté que c'était suffisant, on va dire, dans l'ensemble, c'était suffisant pour prévoir la structure des marchés, surtout pour ceux qui investissent sur le long terme ou ceux qui traitent sur les grandes unités de temps. C'est généralement suffisant pour performer sur les marchés. Alors, moi, dans ce cas, je vais vous passer tout de suite mon chart. Donc là, en fait, déterminer la structure du marché, donc de base, en fait, avec la théorie de dos, ce que les gens voudraient, c'est qu'ils aient, par exemple, pour le marché haussier, c'est qu'ils voudraient avoir, par exemple, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ok? Quitte parfois à avoir parfois des plus hauts, le marché qui fait ça, avec parfois vous pouvez avoir ça, mais vous aurez ça. Donc, tant que les plus bas se sont toujours plus hauts, il n'y a pas trop de problème en fait. Ça dit tant que le plus bas, lui, il reste quand même plus haut que le précédent. Donc la structure du marché est respectée, même si vous pouvez avoir cela comme plus haut, descendant. Mais en fait, ce qu'on prend en compte, c'est-à-dire le marché, c'est comme s'il il faisait en fait, il doit faire ce genre de mouvement, vous voyez, là, comme s'il faisait des cycles. Donc, on appelle ça généralement les cycles. Donc, il doit faire une phase d'acération, une range ici, une correction, un autre range là, et une acération. Et vous devez avoir, en fait, un plus haut ici qui doit finir par être un plus haut que ce précédent-là. Et vous devez aussi avoir un plus bas ici qui doit être plus bas que celui qui suit. Donc, même si vous avez, en fait, à l'intérieur des plus hauts qui sont comme ça, tant que ce plus bas là au niveau du retournement c'est-à-dire est plus haut que celui qui le précède, donc dans ce cas ici, la structure du marché est respectée. Donc ça, c'est généralement pour tromper un peu les investisseurs, mais c'est pas, c'est-à-dire tant que cette structure-là est respectée, vous voyez celui-là qui est plus haut que ça, lorsque vous avez, parce que vous devez en fait trouver pour qu'un plus bas soit valide en fait, vous devez le trouver entre deux plus hauts, ok? Donc si vous avez un plus bas, c'est-à-dire si vous avez ça, ok, ce plus bas là, il faut forcément qu'il soit entre deux plus hauts et que le plus haut aussi soit plus bas que ce plus haut là, ok? Donc ça c'est un plus bas valide. Vous voyez un peu le scénario. Donc, tout ce qu'il y aura ici, comme vous voyez là, ce n'est pas réellement des plus bas valides. Le plus bas valide sera celui qui. Ça veut dire que le dernier plus bas valide, c'est celui-là, jusqu'à ce qu'il y ait le breakout qui dépasse le point le plus haut, le marché s'était arrêté. Et le nouveau plus bas valide sera celui-ci. Mais ceux-là sont des plus bas valides si vous êtes dans un time frame inférieur. Vous allez voir une structure de marché où vous allez pouvoir vous positionner sur de petites unités de temps. Mais sur ce time frame-ci, ces plus bas-là ne sont pas valides pour dessiner une tendance haussière, contrairement à celui-ci, 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 parce que ce plus bas se retrouve en deux plus hauts. Ok? Alors, je vais tout de suite retirer les tracés et nous allons continuer. Alors, donc, d'après ce que je vous ai expliqué sur cette structure de marché, c'est ce que nous on veut. Ok, on veut ça pour une tendance haussière avec ce plus bas valide qui est supérieur à celui-ci. Ok. Et dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Nous voulons plutôt que les plus hauts se retrouvent en deux plus bas. Donc vous devez avoir un plus haut se retrouve en deux plus bas. Et ce plus bas doit être plus bas que le précédent pour que ce soit valide et que le plus haut aussi soit plus bas que le sommet précédent. Donc ça aussi, ça c'est pour la structure baissière. Ok. Donc lorsque vous avez cette idée de la théorie de dos en tête,
Maintenant, il va falloir trouver cela sur le marché pour pouvoir vous positionner. Donc, généralement, pour beaucoup de traders, ils ont besoin euh, de deux. Donc, quand ils en ont deux, ils trouvent que c'est suffisant et puis ils font leur tracé là et ils disent OK, donc là, quand on a ça, ça veut dire qu'il y a une tendance. Donc, ils vont attendre en fait qu'il y ait un autre pullback qui va venir ici. Pour les traders de pullback, bien sûr, un autre qui va venir retester la ligne de tendance. Ensuite, ils vont essayer de prendre leur position là pour essayer de revenir former un nouveau plus bas. OK? Pour que la tendance continue. Donc, ils vont essayer de se positionner ici, là, dans cette zone. Et donc, ça, pour que la structure soit respectée. Donc, ils en auront un, deux et trois. Le troisième, en fait, là où ils se positionnent. Pour d'autres, ils attendront même qu'il y ait encore un autre pour que ce soit plus sûr, parce que plus, en fait, la ligne de tendance, il y a plus de points qui relient cette ligne de tendance, plus elle est solide, en fait. Donc, ça, on va dire, c'est les bases des structures du marché dans l'ensemble. Maintenant, comme je vous ai dit, quand vous avez ça, mais comment vous arrivez à détecter cela dans un graphique imaginez, vous avez votre graphique qui est comme ceci. Comment vous arrivez à détecter ces structures visuellement facilement? Parce que vous pouvez considérer plein d'endroits comme étant des plus bas et des plus hauts. Donc ça, par exemple, ça peut être considéré comme un plus bas valide. Et puis celui-ci, un plus bas valide. Celui-là aussi peut être considéré comme, c'est-à-dire vous avez eu une clôture ici en dessous là. Donc ça peut être considéré, ça peut être considéré. Ça aussi, c'est un plus bas valide, ok, etc., etc. Et vous en avez plein comme ça dans le graphe. Vous en avez énormément qui se forment. Mais comment vous arrivez à trouver? Il y a certains, par exemple, ce qu'ils font, ceux qui sont forts visuellement et qui aiment tracer des lignes de tendance partout, qui n'utilisent pas généralement les indicateurs, ils vont essayer, par exemple, de dézoomer, ok, et comme ça, ils auront un plus grand plan et ils vont essayer de marquer, de tracer les différents points hauts qu'ils trouvent, euh, points hauts et points bas qu'ils trouvent sur le marché et ils vont essayer de les marquer, de les tracer, tout ça. Et par exemple, s'ils utilisent des stratégies de multi-time frame, ça veut dire qu'ils vont aller sur un grand time frame, ils vont essayer de trouver la structure de marché, ok? Ils vont tracer les points hauts, les plus bas, ils vont descendre dans un time frame inférieur, ils vont encore refaire les tracés, ils vont descendre encore plus bas, ils vont refaire à nouveau les tracés, et etc., etc. Moi, en fait, ce que moi j'ai trouvé qui pouvait m'aider facilement, c'était en fait d'utiliser une moyenne mobile. Parce que les moyennes mobiles, généralement, ça aide beaucoup au niveau des tendances. C'est-à-dire que généralement, quand les marchés sont en tendance, les moyennes mobiles servent de support ou de résistance compte tenu de la direction de la tendance pour les marchés. Donc, ce que moi je fais en fait, c'est que je vais vous montrer déjà à base d'une petite moyenne mobile. Ici, on va considérer la moyenne mobile à 5 unités. Donc, je vais mettre moyenne mobile 5 à 5 unités. C'est qu'avec cette moyenne mobile, moi, en fait, dans ma conception, je me dis, euh, de base, une moyenne mobile, en fait, on dit que lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire que il faut chercher tous les traits de acheteurs. Ça veut dire qu'en réalité, la tendance est supposée être à l'achat. Ok. Donc, quand les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, comme là, vous avez vu, ça a clôturé, ça veut dire que sur Bitcoin, par exemple, parce que j'ai le chart de Bitcoin ici, en time frame, on est en journalier. Donc, sur ce time frame-là, depuis qu'on a cette clôture ici, ok, ça veut dire qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 5 périodes. 5 périodes, c'est-à-dire ça considère les 5 bougies précédentes pour calculer la moyenne mobile. Donc ça voudrait dire que on est en tendance haussière. Donc il faudra chercher tous les trades acheteurs quand on utilise les moyennes mobiles de manière basique. C'est ce qu'on a comme information. Il faudra chercher tous les trades acheteurs au-dessus. Quand on clôture en dessous, il faut chercher tous les traits de vendeurs, etc., etc. Alors, quelle information on peut tirer de ça? Si on a l'information que au-dessus, c'est pour les acheteurs et en dessous, c'est pour les vendeurs, alors moi, j'arrive en fait à trouver la structure du marché grâce à ces moyennes mobiles-là qui clôturent de part et d'autre de la moyenne mobile. Donc, par exemple, quand on est ici,
et que j'ai une clôture haussière ici, je suppose que la tendance est à la hausse, ok? Et là, quand on a une clôture en dessous, c'est à la baisse. Et donc, moi, je vais considérer que tout ça, les cycles, les cycles qu'on veut en fait sur le marché, la moyenne mobile va me dessiner cela à travers ces clôtures en haut et en bas. Donc, si je commence par là, par exemple, nous descendons, nous sommes en dessous, nous avons clôturé avec le vert ici, ça veut dire que nous sommes passés au-dessus, nous avons clôturé, ça veut dire que là, vous avez vu, je suis en train de dessiner le cycle, la tendance autour de cette moyenne mobile clôture au-dessus, clôture en dessous. Donc il faut forcément que les prix dépassent, comme vous voyez là, il faut que les prix dépassent pour que ce soit valide ce cycle. Donc il faut que les prix dépassent, on a le plus bas ici. Ok, là vous pouvez avoir un cycle inversé, mais on va essayer de filtrer cela justement lorsqu'on va ajouter une deuxième moyenne mobile pour éviter ce genre de cas. Donc là, nous allons avoir ici euh, ce cycle-là, nous allons avoir une clôture au-dessus encore. Et là, ça passe tout ça. On a les prix qui ont dépassé là où il s'était arrêté ici. OK? Donc, on a la clôture là. On a encore le pullback qui vient ici. On a encore un dépassement là. Et on a ça. Et on aura peut-être ça. Peut-être. Pour le moment, on ne sait pas. Peut-être on va renverser, on va breaker cette zone-là pour renverser la tendance. Donc, vous voyez qu'à l'aide des clôtures de part et d'autre de la moyenne mobile, je peux déjà en fait commencer à filtrer, déterminer plus facilement les supports et les résistances du marché. Au lieu que ce soit de manière nue et que j'essaye de déterminer avec mes yeux, je peux utiliser la moyenne mobile avec les clôtures de part et d'autre pour déterminer les cycles que le marché effectue. Parce que quand il vient clôturer d'un côté et il vient clôturer de l'autre, c'est qu'il est supposé avoir été du côté des vendeurs, du côté des acheteurs, et puis vous avez le breakout, donc la continuation de la tendance, etc. Donc ça permet en fait de dessiner ces cycles sur le marché. Et donc quand nous, on a cette information, donc on a, comme j'ai dit, on a le cycle du marché qui est tracé à travers ces moyennes mobiles. Donc lorsqu'on a ça, c'est pas encore suffisant parce que vous pouvez avoir beaucoup, justement, comme j'ai dit, d'autres cas de figure où il y a des, comment on appelle ça, euh, ça dit il y a des supports qui sont brisés mais qui ne sont pas réellement la fin de la tendance. Ça pourrait continuer. Donc, dans ce cas de figure, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer d'appliquer en fait le principe du multi-time frame qui est de voir dans une unité de temps beaucoup plus élevée et de pouvoir prendre cette décision sur la plus petite unité de temps, mais de savoir de manière globale ce qui se fait encore plus haut. OK? Donc, normalement, je devrais, par exemple, comme beaucoup de gens le font, c'est-à-dire que si je suis sur un graphique de 4 heures, par exemple, je dois descendre dans un graphique de 1 heure pour essayer de décortiquer encore, de trouver la structure du marché à ce niveau-là et de descendre encore sur le graphique 15 minutes pour trouver la structure de marché, pour pouvoir me positionner et prendre un bon trade avec un bon risk reward, tout simplement parce que le grand time frame qui sera à 4 heures va me donner la structure globale et puis je vais pouvoir analyser, avoir un plus grand pont pour éviter généralement de me faire tromper par d'un déjà la tendance de fond du marché et de deux pour pouvoir avoir les meilleurs risk reward. Alors, sur ce cas, moi, ce que je fais, c'est que moi, pour ma part, je n'aimais pas à l'époque mettre plusieurs graphiques côte à côte. Ouais, vous pouvez choisir de mettre plein de graphes côte à côte. Moi, ça me dérangeait. Et aussi, je n'aimais pas être en train de switcher et d'aller sur des time frames et des time frames, changer mon graphe à chaque fois pour descendre plus bas. Je n'aimais pas ce genre de choses. Alors, ce que j'ai eu à faire, c'est de commencer alors à rajouter les moyennes mobiles d'autres périodes. Donc, mes moyennes mobiles, généralement, sont séparées par un multiplicateur de 4. Donc là, par exemple, j'ai la 5, donc je vais ajouter une moyenne mobile à 20 unités. Et donc, dès que j'ai la 20 unités, mais si on enlève la 5, vous allez voir que les mêmes phénomènes aussi vont se dérouler avec la 20 unités. Donc, vous pouvez aussi, de la même manière, déterminer les structures du marché avec la 20, mais ce ne sera pas exactement les mêmes avec la 5. Donc là où la 5 dessine ses tendances, ce n'est pas exactement les mêmes endroits où la 20 aura ses structures de marché. Parce que si on prend ici la 20, on a par exemple ici, ok, si on commence là, on a ça,
OK, après on a ça. Donc il y a un break ici, changement de tendance là. Là, on passe là, par exemple. On a clôture au-dessus. Vous voyez la tendance au niveau de la 20. OK, vous voyez la tendance les cycles, c'est-à-dire la tendance qui se dessine autour de la 20 période, et puis vous l'avez ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un break à ce niveau, et vous l'avez en sens inverse, vous voyez. Donc, la 20 aussi va dessiner cette structure. Ça veut dire que ça, c'est un time frame au-dessus de time frame qui considérait 5 bougies. Ça, c'est un time frame qui considérait 20 bougies journaliers. Donc là, vous avez une autre structure. Si j'ajoute la 5, vous allez voir que je vais prendre la 5 et je vais essayer de prendre une autre couleur pour mon pinceau. Je vais prendre du rouge peut-être. On va voir. Donc, on va essayer, je vais vite fait de faire ça. On va essayer de voir la structure. Regardez un peu avec moi les structures au niveau de la 5. OK? Regardez la 5. Ça, tout ça, c'est la même zone. Donc, vous y allez là, vous y allez là, etc., etc. Donc, vous voyez que au moment où la 20 ne faisait qu'une seule structure ici, okay, une seule accélération ici, au niveau de la 5, vous avez plusieurs accélérations. Donc là, qu'est-ce que vous voyez là? C'est le concept du multi-time frame. Les petits time frames construisent la tendance des grands time frames, mais les grands time frames donnent la direction à suivre pour les petits time frames. C'est un peu ça le concept. Donc, pendant que lui, il fait une seule vague là, la 20 fait une seule vague, vous avez la 5 qui en a fait plusieurs. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, je suis resté sur un seul graphique, mais j'ai pu déjà décortiquer le marché, la structure du marché, mais en restant uniquement sur une seule graphique grâce à mes moyennes mobiles, j'arrive à observer cela. Donc, si j'en ai ajouté deux et que j'ai ça, ça veut dire que si j'enlève tout ce qui a comme tracé, on va reprendre et on va ajouter encore une autre moyenne mobile qui dépasse, on va ajouter maintenant la moyenne mobile à 80 périodes. OK? Donc si on ajoute la 80 périodes, qu'est-ce que j'ai? Alors la 80 périodes aussi, tout comme la 20 et la 5, aura aussi sa structure du marché, n'est-ce pas? Donc si on a le Bitcoin avec la 80 périodes par exemple, nous aurons les grands cycles. Si on prend les grands cycles, parce que moi, justement, pourquoi j'utilise avant de tracer ça, j'essaye de prendre un autre time frame plus grand pour pouvoir tracer des cycles un peu plus corrects, parce que généralement, ça, ce n'est que quand vous êtes ici, là, ok, ça, cette correction-ci, en fait, n'a jamais brisé cette tendance. Vous voyez, si vous prenez cette tendance-là, c'est là, cette clôture que vous avez ici, en bas là, je vais dézoomer, vous allez voir. Cette clôture que vous avez ici sur la 80 qui a continué la tendance, en fait, toute cette correction-là n'a pas brisé ça. Donc, dans le fond, la tendance de fond n'a pas changé. Vous voyez? La tendance de fond n'a pas changé. Donc, en réalité, le grand cycle de 80, c'est celui-là qui se poursuit ici. Celui-ci. C'est ça le grand cycle de 80. Donc, ce que nous avons ici, comme clôture en haut et en bas, c'est ce que moi je vous ai expliqué au début en vous disant que ce n'est pas, ce n'est pas les vrais plus bas qui sont formés ici, parce que le vrai plus bas c'est celui-ci qui doit être détruit, parce qu'un vrai plus bas doit se trouver entre deux plus hauts, ok? Et avec ce plus haut là, plus haut que celui-ci. Mais ce que vous avez ici, lui, il est un vrai plus bas parce qu'il est entre ce plus haut et tout ce qui est ici. OK? Qui sont des plus hauts supérieurs à celui-là. Donc lui, il est un vrai plus bas. Mais ici, lui, il n'est pas un vrai plus bas tant que le marché n'a pas dépassé ce point. OK? Donc tant que le marché n'a pas redépassé cet endroit, ça, c'est pas un vrai plus bas. Ça non plus, c'est pas un vrai plus bas. Ça, c'est pas un vrai plus bas. Ça, c'est pas un vrai plus bas, etc., etc. Lui, par contre, il est le plus bas ultime, tout simplement parce que après, quand on va dézoomer et on va y aller, regardez, les marchés ont traversé cet endroit et ça, c'est le point le plus bas. Il était assez proche de l'eau, mais il ne l'a pas cassé. Donc lui, il est le vrai plus bas qui a suivi. Donc si vous êtes en train de faire du trailing stop, par exemple, vous allez déplacer votre stop loss à ce niveau.
quand vous avez eu la cassure. Le stop loss va passer sur ce dernier plus bas. Et de la même manière, on aura ici cette clôture que vous avez là. Lui, il n'est pas un vrai plus bas tant que les marchés n'ont pas redépassé cet endroit. Il était un plus bas potentiel, mais plus haut que celui-ci, mais il n'est pas le vrai tant que il n'est pas vrai en fait tant que les marchés n'ont pas redépassé. Donc quand on a ça ici, il n'est pas le vrai. C'est pour ça que le marché il a continué à descendre. Là, il est le vrai parce qu'à partir de cet endroit-là, lorsqu'on a eu le break ici, lui il est devenu le vrai. Il est devenu le vrai plus bas de celui-là est devenu le vrai plus bas de la moyenne mobile à 80 dans les cycles dessinés par la moyenne mobile à 80, tout simplement parce que il est entre deux plus hauts. Ok. Donc là, il devient un vrai plus bas. Ok. Donc, je vais poursuivre. Donc là, vous voyez que dans ce cas de figure, ce que je viens de vous montrer là, je viens de vous montrer en fait un plus bas. Je viens de vous montrer comment le time frame qui contient 5 périodes de 5 jours dessine sa structure, celui qui contient 20 jours dessine sa structure, celui qui contient 80 jours dessine sa structure, etc., etc., etc. Je vais vous montrer en fait maintenant pourquoi quand j'utilise déjà à partir de deux moyennes mobiles, je peux savoir en fait ce qui se passe. Par exemple, si j'utilise 3 time frames, donc j'utilise 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Comment le croisement entre 1 heure et 4 heures mélangées me permet directement pour moi de savoir que 15 minutes en fait est déjà en tendance. Et je vais essayer de trouver en fait mon trade sur cette petite unité de temps de 15 minutes pour pouvoir essayer de grappiller à chaque fois dans la direction des deux plus grands. Très bien. Je vais vous montrer un truc rapidement. Donc, nous savons qu'il y a la structure générale de chaque moyenne mobile que vous voyez là qui désigne en fait chaque time frame sans avoir besoin en fait de me déplacer sur chaque unité de temps pour voir ce qui se passe. Donc, grâce à ça, je peux voir. Donc, je vais mettre ici, comme j'ai dit, je vais enlever à nouveau tout ça. OK. Je suis en train de vous montrer un truc que j'ai eu à construire après tant d'années, comment je décompose le marché et que je peux voir ce qui peut se produire dans le futur, même si il y aura des trades qui vont être perdants, mais on se positionne généralement dans les meilleurs moments en fait pour une accélération du marché. Donc, je vais vous montrer pourquoi, de manière visuelle, quand vous avez un crossover, directement vous savez qu'il y a une tendance et que, mais il ne faut pas se positionner au crossover en fait. Alors, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai ça, vous avez vu ici, par exemple, j'ai ce crossover là. OK? Crossover ici, qui est en ce qu'on appelle communément un death cross. Death cross parce que c'est à la baisse. Je vais vous montrer. Et celui qui va à la hausse, il se fait baptiser Golden Cross. Okay? So, c'est les appellations qu'on leur donne. Alors, quand vous avez ici Death Cross, qu'est-ce que vous pouvez remarquer de manière visuelle avec cette moyenne mobile de 5 périodes? Ce que vous pouvez remarquer de manière visuelle, c'est que cette moyenne mobile de 5 périodes était en train de dessiner une tendance baissière. Vous avez vu ça? OK? Sa structure est en train de dessiner. Même si là, vous avez une fausse, un faux retournement là, mais c'est en train de dessiner une tendance baissière lorsque les deux grandes moyennes mobiles se sont croisées. Ça veut dire qu'au moment où il y a ce croisement-là, celle-ci est forcément dans une tendance baissière. Okay? Parce que même si vous regardez plus à gauche, vous allez voir que cette structure-ci, qui semblait être le dernier plus bas, solide, valide je veux dire, parce que celui-là n'est pas si valide, même si à force de dessiner sa tendance, il a fini par briser celui-là. Mais lui, le dernier plus bas valide, au moment où les deux autres unités se sont croisées, lui, il a été brisé. OK? Et après, forcément, quand vous avez, vous avez une cassure, il faut attendre de pullback, de confirmation de la nouvelle tendance, donc, quand il y a retournement de tendance. Donc, vous avez vu que au moment où les deux là se sont croisés, vous avez cette tendance-là qui a été changée. Si vous prenez aussi, au moment où on a eu cette
croisement ici. On a eu ce croisement-là, ici. OK? Si vous regardez, vous allez voir que celui-ci était déjà en train de faire ses structures de marché. Même s'il y a des erreurs, vous allez voir que dans l'ensemble, il faisait ses structures de marché. Quand vous prenez de manière globale, vous allez voir qu'il faisait déjà ses structures de marché. Et si vous allez plus à gauche, vous allez voir que le dernier vrai plus haut qui devait tenir le marché s'est déjà fait briser avant que les deux là ne se croisent. Ok, ça se fait briser déjà par ici une fois, une deuxième fois par celui-là, et à la fin par là. Mais quand on a ça, comme je l'ai dit, je vais encore effacer tous mes graphes. Donc ça veut dire que de manière basique, pour quelqu'un qui n'est pas fort dans le fait de déterminer les plus hauts et les plus bas, à l'aide des moyennes mobiles, positionner comme ça déjà 3. Vous savez, quand j'en positionne 2 pour aller plus simple, c'est juste parce que moi, qui vous montre en fait la stratégie, je sais qu'il y a un time frame plus petit, celui qu'on veut trader en réalité, qui a déjà changé sa tendance. Ok? Donc, ce n'est pas parce que euh, on y entre de manière aléatoire, mais c'est parce qu'on sait déjà que celui-là a déjà changé sa tendance. Et aussi que vous êtes moins avancé que moi dans la stratégie. Donc, je vous montre pas à pas ce que moi je conçois. C'est pour ça que j'en ai fait plusieurs vidéos sur différentes périodes de moyenne mobile. Et j'ai aussi marqué que la stratégie que j'utilise le plus est composée de 4 moyennes mobiles. Donc, parce que j'ai décomposé le marché jusqu'à un certain point. Et je vais ajouter bientôt la quatrième pour vous montrer un peu pourquoi j'en suis arrivé là. Donc déjà, avec le crossover, vous savez forcément qu'il y a une tendance sur les time frames les time frames qui sont beaucoup plus petits que ces deux time frames qui ont effectué euh, le crossover. Ça, vous avez au moins cette certitude. Donc, lorsque vous avez le pullback, par exemple, ici, et que je vous dis, par exemple, sur la stratégie de 2 mois immobile, que vous aurez le pullback ici et que vous allez faire votre entrée, que vous allez mettre ici, c'est un stop loss risqué. De base, normalement, pour un débutant, vous devez être au début. OK? C'est-à-dire, si j'en ai que 2, et on sait déjà que la structure du marché est ça, donc je vais désactiver la 5, et je vais vous dire, quand on a le croisement là, je vous ai toujours dit qu'il faut attendre d'abord le pullback. Donc, parce qu'il y a déjà la tendance, donc vous voulez entrer en fait après un pullback. Donc, quand vous entrez après le pullback, en fait, vous avez deux façons d'entrer. Soit vous allez entrer à l'intérieur du pullback, ok, ou bien vous allez attendre, c'est-à-dire, ou bien vous allez attendre que la cassure du plus bas s'effectue pour que la tendance continue. Donc, vous avez les deux façons de faire. Moi, généralement, je préfère le breakout, ok, mais il y a des cas de figure où j'utilise le pullback si je me base uniquement sur mes moyennes mobiles, que je veux anticiper ou que je juge en fait que c'était déjà trop loin et que le pullback est assez profond. J'essaye d'entrer en prenant le risque d'entrer dans le creux. Mais pour vous, un débutant, normalement, le stop loss ici déjà, il est assez risqué. Si vous le mettez, déjà, si vous le mettez là, il y a beaucoup de chances que vous allez vous faire éjecter presque beaucoup, c'est-à-dire souvent, et puis le marché il va continuer quand même. Même si le reward est intéressant, généralement pour un débutant, le plus important, c'est déjà de gagner un peu avant de pouvoir prendre du risque, de vous habituer en fait à la douleur avant de pouvoir vous positionner sur, c'est-à-dire avant de pouvoir prendre des trades plus risqués et de perdre souvent pour avoir de gros gains. Parce que le risk reward en réalité, c'est une histoire de, c'est le risk reward, il ne va pas tout seul, il va avec votre taux de réussite de trade gagnant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, euh, par exemple, je pense que pour les gars qui ont un risque reward de 1 pour 2, il faut qu'ils aient 40% de trade gagnants, donc des trades gagnants 40% qui arrivent à 1 pour 2 pour qu'ils soient neutres. Pour les gens qui ont un risque reward de 1 pour 2 et pour les autres qui ont 1 pour 3, et c'est encore beaucoup moins. Celui qui est à 1 pour 1, il faut qu'il ait un taux de réussite de 50% pour être neutre. Donc, dès qu'il dépasse 50%, il est sûr qu'il va faire des bénéfices sur le marché. Vous voyez un peu le concept. Donc, le risk reward, il va aussi avec il y a une corrélation avec le taux de, c'est-à-dire avec le win rate, le taux de réussite. Donc, si vous avez une stratégie, même si vous avez une stratégie de 1 pour 1 et que vous avez en réalité un taux de réussite qui est de 60 à 70%, qu'en 70% des cas, vous arrivez à faire 1 pour 1, en réalité, vous n'avez pas une mauvaise stratégie. Vous avez une bonne stratégie parce que vous dépassez votre seuil de neutralité.
Vous comprenez le concept. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de vouloir se risquer autant pour perdre beaucoup de trades et après vous êtes en train d'apprendre et vous n'allez pas réussir. Donc moi en général pour des débutants je vous conseille plutôt de viser avec des stop loss plus larges et un max de protection et des risques reward de un pour 2 max. Et comme ça, vous allez d'abord améliorer un peu votre win rate, votre confiance en vous, parce que vous allez gagner plus souvent, vous allez faire des 1-1, dans l'ensemble, vous serez déjà rentable. Et après, maintenant, vous allez vouloir pousser un peu plus loin le bouchon en vous rapprochant un peu plus des prix, et vous allez perdre beaucoup plus souvent, et même vous allez aussi avoir des win rates plus explosifs. Donc, c'est une façon de voir la chose. Moi, ici, je viens, je partage des conseils gratuits. Je ne demande à personne de faire comme moi je fais. Je vous expose comment moi je vois le marché. Beaucoup de gens le voient de diverses manières. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout le monde a sa façon de faire. Tant que c'est euh, tant que c'est rentable et que vous avez déjà réussi à récupérer votre mise sur le marché et que le marché, vous ne lui devez plus, c'est-à-dire le marché ne vous doit plus rien, c'est-à-dire que tout ce que vous avez sur le marché aujourd'hui, c'est que vos bénéfices, eh bien bon, ça veut dire que ça fonctionne pour vous. Alors, donc comme je vous expliquais ici, bon, je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'était pour vous expliquer en fait la conception. Donc là, par exemple, pour 2 mois immobiles, lorsque je me positionne là, pour beaucoup de gens, ils vont essayer de se mettre là à se risquer. Là, c'est protecteur, mais risqué parce que, en fait, ce dont on a peur, c'est la structure que désigne, en fait, le time frame qui est inférieur à celui-là. Ok, donc en temps normal, on devrait mettre ton stop loss quelque part ici ou au-dessus. Moi, je dis au-dessus parce qu'on essaie de se protéger. Moi, par exemple, quand j'ai cette moyenne mobile là, ok, vous avez automatiquement la structure qui se dessine là. Donc là, ici, vous avez ce pullback. Ça aussi, c'est un pullback si vous considérez uniquement cette moyenne mobile pour trader. La moyenne mobile à 5, ça, c'est un autre pullback. Donc vous protégez. Mais quand vous protégez ici, forcément, vous allez perdre plus souvent que celui qui va mettre stop là. Mais lui, il aura c'est-à-dire, il aura un risque reward faible. Mais ça ne veut pas dire que son risque reward faible ne concorde pas avec son win rate. Parce qu'il aura par exemple un risque reward faible et il vise que des 1 pour 1 et il aura souvent des 1 pour 1. Vous allez peut-être perdre 2-3 fois avant d'avoir votre 1 pour 3. Mais à la fin, vous allez vous retrouver peut-être même qu'il est plus rentable que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les traders, par exemple, ils mettent beaucoup d'argent, ils traitent beaucoup, ils prennent beaucoup de positions, ils prennent beaucoup de risques, mais à la fin, ils ne sont pas forcément plus rentables que les investisseurs qui mettent de grosses sommes avec des stocks beaucoup plus larges et autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que les investisseurs, eux, ils perdent beaucoup moins, contrairement aux traders qui perdent beaucoup plus. Donc, je vais continuer, je divague un peu, je vais continuer sur l'explication que j'ai pour vous. Alors, donc, lorsque j'ai ça, moi, par exemple, comme je vous ai dit, j'utilise 4 moyennes mobiles. Donc, là, je vais ajouter ma quatrième moyenne mobile. Et quand j'ajoute ma quatrième moyenne mobile, ici, qui est encore un multiplicateur de x4 par rapport à la plus grande, donc 80 x 4, vous avez 320 ici. Donc moi, par exemple, sur le Bitcoin, comment je décompose? Je me dis automatiquement dans mon esprit que lorsque les deux là se sont croisés, c'est-à-dire la 320 et la 80, que la 20, lui, que cette moyenne mobile de 20 périodes est forcément déjà dans une tendance. Donc si je regarde à gauche, je vois que effectivement, la 20 qui nous dessinait sa structure en clôturant de part et d'autre, ok, s'est fait briser déjà depuis ici, ok, a continué, a fait un autre plus haut là, est venu là, on a dessiné une nouvelle structure ici, mais il faut considérer que c'est le cycle au complet. Tant qu'il n'y a pas le plus bas, la tendance n'est pas bouclée. Donc là, à continuer, vous voyez. Ok. Donc lorsque ça s'est croisé ici, quand je regarde à gauche, je détermine la structure que dessine la 20, qui est le time frame en fait qui est en train de construire la tendance pour ces deux-là. Ok.
Et quand je regarde aussi à gauche, je vois que il y a eu déjà une cassure ici. On en a eu encore ici, là, dans le passé. Donc là, on a la cassure là. Moi, ce que je cherche, que je veux me positionner par rapport à la 20 pour grappiller les petits bouts de tendance qui vont venir, que la 20 va dessiner en fait. Donc, c'est-à-dire les structures du marché pullback, cassure que la 20 va dessiner. Moi, je veux entrer dans tout ça et profiter un peu du marché et gagner à chaque fois de petits lots, de petits lots, de petits lots. Et pour faire cela, j'ai ajouté en fait une quatrième moyenne mobile qui est encore plus petite que les trois dernières, qui va me permettre en fait de pouvoir me positionner par rapport à la 20 en considérant les endroits où il y a des corrections profondes. Donc je vais juste utiliser cette moyenne mobile comme correction profonde. Donc je vais attendre en fait, après ce croisement-là, qui valide que la force de la tendance est bien baissière sur la 20 période. Ça ne veut pas dire que je trade forcément les deux si. Hein. Les deux si me permettent juste d'indiquer la tendance forte sur la 20 période sans avoir à trop réfléchir, à trouver les points hauts, les points bas. Non, je sais automatiquement qu'il y avait une tendance qui se déroulait sur la 20 période qui est déjà confirmée. Donc là, maintenant, moi, j'attends un pullback profond. Et ce pullback profond, je l'attends à travers quoi? Je l'attends à travers... Je vais enlever tout de suite les graphes et je vais vous expliquer. Je l'attends tout simplement à travers cette moyenne mobile de 5 unités qui croise en sens inverse la 20 période. Donc, quand cette moyenne mobile-là, la 5, croise en sens inverse la 20 période, qu'est-ce que je me dis dans mon esprit? Eh bien, quand deux moyennes mobiles se croisent, la troisième moyenne mobile qui est inférieure, comme je vous ai dit, je prends des time frames qui sont séparés par 4. La troisième moyenne mobile inférieure est forcément dans une tendance, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans ce cas de figure, lorsque 5 va croiser 20 à la hausse, ça veut dire que les unités de temps qui sont inférieures à 5 et à 20 sont dans une tendance haussière à ce niveau. Parce que là, les deux là sont en tendance baissière, donc sont dans une tendance haussière. Donc, c'est-à-dire les unités de temps qui sont inférieures à ces deux là, 5 et 20, sont en tendance baissière. Sont en tendance haussière, pardon. Donc, contre la tendance des grands time frames. Et comme je vous ai dit, les grands time frames indiquent la direction générale du marché et les petits time frames construisent les cycles que vous voyez, les mouvements que vous voyez. Ce n'est pas forcément en droit, mais ce sont ces petits time frames-là qui vont construire cela. Alors, quand vous savez que ce sont ces petits time frames qui vont construire, donc ça veut dire que lorsque les deux là se sont croisés, ça veut dire qu'il y avait une tendance qui s'est opposée sur les petits time frames. Ok? Nous, si on veut, de manière basique, que les time frames des plus petites unités de temps que 20 et 5 soient alignés avec 80 et 320, qu'est-ce qu'on attend? Tout simplement qu'il y ait croisement à nouveau, dans le sens de la tendance. Donc, quand on a croisement à nouveau dans le sens de la tendance, on se dit que cette zone-là, que vous voyez, qui a dessiné le cycle là pour la 20, ok, ce cycle-ci que vous voyez pour la 20, cette box-là, cette boîte, ok, qui a dessiné le cycle pour la 20, on se dit que c'est une nouvelle boîte qui est en train d'être dessinée ici. Donc, qui va, normalement, on aura un vrai plus haut quand on va dépasser cet endroit-là. Ce qu'on a eu ici. Donc, tout ce qu'il y a eu ici, croisement, tout ça, c'est les bruits. Les faux bruits que je vous montrais que lorsque le marché, il fait ça, par exemple, en tendance haussière, il dessine les cycles, vous pouvez avoir ce genre de choses et après monter. Mais ça ne veut pas dire que tous les petits plus bas que vous avez eu là, ils sont valides seulement pour les time frames inférieurs, mais ils ne sont pas valides pour ce time frame qui est en train de dessiner ce cycle. Ce plus bas sera vrai uniquement si on dépasse cet endroit, ok, ce plus haut. Donc celui-là, il va devenir vrai seulement si on dépasse ce plus haut. Donc tant qu'on ne dépasse pas ce plus haut, ça, ce n'est rien du tout. Il est juste entre la box là, entre cette zone et cette zone. Ça, c'est la zone de correction. Et si le marché, par contre, il dépasse tout ça, il va changer la structure. Donc, tant que le marché va rester entre cette box et cette box,
Tout ça, ce n'est que du bruit, il n'y a pas encore un vrai plus bas. OK? Donc, quand vous comprenez ça avec l'aide des moving average, vous avez facilement la structure des marchés. Donc, vous pouvez prévoir ce qui peut se produire, c'est en fait ce qui a plus de chances d'arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça a plus de chances d'arriver que on est après ce pullback-là, que les marchés viennent redépasser ces temps. OK. Maintenant, comment on entre? Eh bien, dans la vidéo à 4 mois mobile, je vous ai montré une manière plus avancée d'entrer. Mais là, je vais vous faire une autre manière beaucoup plus simple. Rien qu'en utilisant les crossovers, les croisements de moyenne mobile. Donc, si j'ai un croisement de moyenne mobile ici, je vais entrer, ok, de manière basique. Parce que j'ai la tendance de fond qui est là, la structure du marché qui est respectée via la moyenne mobile jaune que vous voyez, puisque c'est cette moyenne mobile qui nous intéresse, c'est par rapport à ça qu'on va trader. On sait que les deux grands nous donnent la force du marché, ok, donc la direction générale. Et donc là, dès qu'on a ça et qu'on a à nouveau le crossover ici, ça veut dire que tous les petits time frames qui sont en dessous de 20 et 5 se sont alignés avec les plus grands. Donc on a un gros alignement de tous les time frames. On va se positionner de manière basique, hein, sans technique avancée, de manière basique, on va se positionner. Là, si vous mettez votre stop loss ici, vous allez vous faire éjecter parce que vous ne savez pas jusqu'où le retracement peut aller. Parce qu'il faut garder à l'esprit que la boîte, normalement c'est la dernière boîte dessinée par la 20 période, c'est cette boîte-là. Ça et ça. Oh pardon, excusez-moi, mais vous voyez ce que je veux dire. La boîte est ça. Ok? C'est ça la boîte. C'est cette boîte-là. C'est ça la dernière boîte dessinée par le mouvement de 20 et 5. Cette boîte-là, qui est la boîte à briser normalement pour retourner le marché. Donc, quand vous avez cette correction ici, ça, je vais changer la couleur. Je vais mettre peut-être un peu du bleu. On va faire du bleu. Ok. On va faire du bleu. Cette nouvelle boîte-ci, nous avons en réalité le premier plus bas, mais nous n'avons pas encore son second plus bas. Donc pour le moment, cette boîte que vous avez ici, là, est devenue plus grande. Elle est devenue celle-ci. C'est-à-dire de là jusqu'à là. Donc pour le moment, le dernier plus haut, qui bloque toute cette baisse-là, c'est cette boîte que vous avez qui commence là, et c'est-à-dire que la boîte que vous aviez ici avant quand on l'a cassée, elle est devenue plus grande. Elle est venue jusqu'ici. Et nous voulons maintenant, en fait, pouvoir déplacer ce stop loss là quelque part par ici. Donc, quand on entre là, de manière basique, ça veut dire en tant que débutant, vous ne deviez pas avoir des stop loss proches. Vous devez être loin. Essayez de gagner le plus souvent. Même si c'est du 1-1, c'est pas grave. Vous allez gagner plus souvent. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une corrélation entre le risque reward et le win rate. Donc, quand vous avez cette boîte-là, ok, la nouvelle boîte qui est en train d'être formée là, pour qu'on puisse déplacer et réduire la distance de la boîte, il faut forcément qu'il y ait le plus bas. Alors, je me demande toujours pourquoi. C'est vrai, moi, je prends plus de risques parce que j'arrive à mieux supporter la douleur à travers, quand même, depuis 12 ans, il fallait quand même que je sois habitué à supporter la douleur pour pouvoir avoir de meilleurs risques reward, même si je paie justement beaucoup plus de trades. Okay? Je dois être généralement à un win rate de 40% maximum. Quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Pour un débutant, lorsque vous arrivez à entrer ici et que vous vous positionnez, mais votre stop loss, vous allez le mettre où? Vous voulez le mettre ici? Mais là, vous êtes dans ça, dans cette boîte-là. La tendance peut corriger jusque même ici et revenir. Vous êtes dans cette boîte. C'est devenu la nouvelle boîte. Donc vous, si vous vous mettez là, peu importe où vous allez vous mettre ici, le marché a le droit d'aller jusqu'ici. C'est lorsqu'il va dépasser cet endroit, on sait que la tendance est foutue. Donc, quand vous vous mettez là, mais vous êtes à portée de tir. Le marché peut vous faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'il a eu à faire ici. D'abord, une fois ici, il a croisé, il a renversé la tendance ici. Il y a eu beaucoup de chance. Les gens ne se sont pas fait éjecter là.
parce que celui-ci s'est arrêté avant, mais il n'y a jamais eu de plus bas. Donc tout ça, c'est pas valide comme véritable plus haut. Ce sera valide seulement quand on va dépasser. Donc ce n'est que de l'anticipation. Donc quand vous allez avoir encore un croisement, ici vous vous faites éjecter, si vous avez mis un stop loss serré, si vous avez même mis le stop loss au-dessus de la moyenne mobile rouge, vous vous êtes fait éjecter quand même, parce que vous avez vu à ce niveau, tac, le marché il était venu percer, donc vous vous êtes fait éjecter. C'est vrai que votre risque reward, votre risque il semble plus petit, mais c'est-à-dire vous avez la possibilité de perdre plus souvent. C'est aussi ça en fait le truc. Et quand vous allez entrer ici, ouais, vous avez eu de la chance, celui-ci est parti tout droit. Il a validé le scénario. Et donc, on peut se permettre de déplacer maintenant la ligne rouge ici. La ligne rouge peut venir là maintenant. Donc, le stop loss, la nouvelle structure s'est arrêtée là. Et vous avez encore la même chose ici. Donc, tac, tac. Et donc, la ligne rouge pourra se déplacer maintenant à ce niveau. OK? Donc, la nouvelle box qui a été formée quand la correction a commencé était devenue encore plus grande. Donc la box en fait se réduit quand vous dépassez et quand le pullback commence, il y a une nouvelle box plus grande. Ok? Donc je vais enlever tout ça. J'espère que beaucoup de gens ont le courage de suivre la vidéo jusqu'au bout pour mieux comprendre comment moi je visualise la structure du marché. Alors, donc, quand vous êtes là et que vous êtes débutant et que vous n'êtes pas fort, vous ne savez pas supporter la douleur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, le truc le plus simple pour vous, en réalité, lorsque vous avez ce croisement qui a lieu ici, ok, et vous êtes positionné dans le sens de la tendance, le plus simple pour vous pour éviter de perdre plus souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous ne mettez pas votre stop loss là. Vous ne mettez pas votre stop loss là. Là plus non plus. Vous mettez votre stop loss où? Ici. Complètement haut. Comme ça, vous, en tant que débutant, vous êtes sûr d'une chose, c'est-à-dire la dernière structure définie par les croisements des moyennes mobiles 5 et 20, c'est ici. Puisque vous devez respecter la tendance. Donc, quand vous mettez votre stop loss là. Vous avez peur en fait de donner cette partie-là au marché. Parce que vous dites non, je n'aurai pas de grand risque reward. Non, le trading c'est un processus. Si vous n'avez pas des risques reward de 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais que vous gagnez 90% de vos trades en 1-1, mais vous aurez gagné plus souvent. Celui qui a dans 5, 8, combien il en perd dans cette trade avant d'en gagner un 5 ou un 8? À la fin, qui donne son résultat et vous vous donnez votre résultat. Si c'est la même chose, ça veut dire que ça ne servait pas à grand chose de prendre autant de risques pour gagner autant et redonner autant au marché. Alors que vous prenez peut-être moins de risques, vous perdez moins souvent, mais vous gagnez plus souvent. Donc, qui est plus stable psychologiquement? Je pense que c'est vous. Parce que vous n'êtes pas là à regarder le marché, à zoomer, à avoir les mots de tête. Non, vous mettez votre stop loss là, vous vous protégez le plus possible. Si vous voulez même, vous envoyez votre stop loss ici complètement haut. Personne ne vous en voudra. Personne ne vous en voudra. Qui a dit ça? Qui a dit que vous deviez forcément mettre votre stop loss à côté et perdre souvent? Non. L'important, c'est que ça aille en accord entre votre win rate et ce que vous gagnez. Les deux doivent faire une corrélation pour que les moments où vous perdez soient remboursés par les moments où vous gagnez. Si vous gagnez beaucoup, souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir un win rate élevé. C'est-à-dire votre win rate élevé, doit être en corrélation avec votre reward. Parce que aussi, plus vous allez chercher loin, plus vous allez perdre souvent. Ah oui, parce que le mouvement, il ne va pas en ligne droite. Il fait beaucoup de va-et-vient avant de se dessiner. Donc, vous protégez. Donc, si vous mettez déjà là, au dernier mouvement, au dernier vrai plus haut, qui a été formé par les marchés, eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes dans un endroit même où, si quelque chose se passe, bon, tout le monde est niqué. Bon, excusez-moi du terme, mais tout le monde est foutu, quoi. Donc, quand vous avez ça, la question est,
comment vous allez définir votre reward? Moi, par exemple, pour vous débutants, je peux vous dire, vous prenez par exemple un indicateur comme, pas un indicateur, ce truc de Fibonacci là, prolongation, l'extension de Fibonacci. Vous allez prendre ça, vous allez quitter l'ancien, plus haut qui a été formé là. Vous allez descendre au plus bas, ok? Donc le nouveau gros orange en fait qui est en train de formation. Vous allez positionner votre stop loss, c'est-à-dire au plus haut qui est en train d'être formé, et vous allez essayer de viser, par exemple, les 161. Ça peut être ce que vous définissez. Vous pouvez définir les 100%. L'important, c'est que si vous avez un win rate plus élevé, si vous avez du 1-1 par rapport à ce que vous voulez mettre comme stratégie, c'est pas grave. Un 1, win rate de plus de 50%, vous serez rentable. Vous comprenez le principe. Donc, si vous mettez là, OK, vous mettez tranquille, vous descendez votre trade. Et moi, je conseille toujours que ce soit uniquement le premier trade que vous exécutez, c'est-à-dire après le crossover ici, le premier trade, c'est-à-dire le premier pullback qui aura lieu entre 20 et 5, que ce soit celui-là que vous exécutez. Ceux qui viennent après, vous pouvez les utiliser pour faire du pyramidage, ajouter un peu et puis déplacer vos stop loss, mais de grâce, je vous conseille de ne pas y aller à fond sur ces autres-là. Allez juste à fond sur le premier, ça va. Le reste, vous allez essayer de faire le trading du scale out ou du scaling compte tenu de comment vous maîtrisez le pyramidage et vous allez y aller. Très bien. Donc ça, c'est un résumé de comment moi je vois la structure du marché à travers les moyennes mobiles. Donc vous avez vu que ma moyenne mobile de 20 périodes a dessiné les cycles jusqu'à extinction. Et renversement ici, vous avez vu que la tendance a changé et maintenant c'est pour ça que je dis qu'actuellement Bitcoin, on est supposé être dans une tendance haussière maintenant. Donc c'est le tour de la hausse au niveau de Bitcoin. Jusqu'à ce que les marchés invalident cela et qu'on ait un croisement dans l'autre direction. Donc je saurais que la tendance que je considère sur la moyenne mobile à 20 jours, en réalité, elle finit parce que quand je dis qu'il y a crossover, ce n'est en réalité pas la 320 ni la 80 que je trade réellement, mais en fait c'est la 20 période que je veux trader, celle qui est au-dessus, c'est celle-là réellement que je veux trader et que je veux que mes deux grands time frames qui sont au-dessus soit dans cette direction, soit en fait dans la direction et me donne cette force. Et j'attends que le time frame qui est en dessous, c'est-à-dire la 5 qui est en dessous de la 20, que ce time frame-là essaye d'abord de renverser la 20, que ne réussisse pas, donc dessine à nouveau un nouveau creux qui va se faire valider. Nous, on va anticiper, mais si on anticipe, qu'est-ce qu'on fait? On va se protéger. Et on se protège avec le creux précédent qui est valide, pas avec un creux pas avec un stop loss aléatoire qui est dans la zone de range où on va se faire massacrer. Non, on va essayer de mettre soit le plus loin possible au début de toute la tendance, ou bien on va essayer de se mettre au creux précédent qui est valide, ok, pour se protéger. Et avec les moyennes mobiles, en fait, je peux voir tout ça visuellement. Un autre truc que je peux voir avec les moyennes mobiles, en fait, c'est ce truc-ci. C'est que généralement, avec les moyennes mobiles, lorsque vous avez le plus bas qui se fait éclater, qui se fait dépasser, ok? Lorsque vous avez un plus bas qui se fait dépasser, vous avez généralement le marché qui accélère avec des bougies, ok? Donc vous l'avez vu là. Généralement, quand le plus bas en clôture se fait dépasser, vous avez le marché qui accélère. Quand vous avez, c'est là où les gens ils disent qu'il y a le volume qui revient sur le marché, tout ça. Généralement, ça se produit aux endroits où il y a des breakouts. Donc, il faut aussi que les gens ils se mettent ça dans la tête que ce n'est pas un exploit, les indicateurs liés au volume. Ça se produit généralement à ces endroits-là où il y a du breakout. C'est aussi simple que ça. Que vous soyez ici aussi, ok? C'est généralement là où il y a les breakouts, juste après les breakouts, que vous allez voir que le marché il commence à envoyer du lourd. C'est généralement dans un endroit là.
ok, que le marché envoie le loup, que vous voyez là, le marché il envoie du loup généralement à ces endroits-là. Ok, juste après le breakout, vous avez vu. Donc ce n'est pas un miracle. Ok, c'est quelque chose qui est observable avec une moyenne mobile. Et si vous ne voulez pas une moyenne mobile, une bande de Bollinger, d'ailleurs qui est constituée d'une moyenne mobile, vous y aidera. Un Ishikomu n'est qu'un assemblage de moyennes mobiles d'une autre manière, que ce soit la VWAP aussi. Tout ça, ce ne sont que des moyennes mobiles. Et même pour moi, je considère aussi les RSI et les statistiques comme des MACD comme des moyennes mobiles enfermées, en fait. Ce n'est pas un miracle, donc vous pouvez les ajouter aussi. Ce n'est pas euh, extra en fait, parce que c'est pas réellement l'indicateur technique qui, l'indicateur technique vous aide à visualiser plus facilement tout ce qu'il y a comme bruit, comme chaos sur le marché, parce que tout ça c'est du chaos, c'est du bruit. Sans les indicateurs, vous n'allez pas avoir ce lissage là, ok. Vous allez peut-être positionner vos trucs, tracer et compter le nombre de points que vous voulez. Ça a touché une, deux, trois ou quatre fois. Oh oui, je regarde le passé. Mais même avec ces concepts-là, vous regardez toujours le passé. Alors pourquoi ne pas utiliser les indicateurs qui, eux, déjà utilisent les données du passé et vous lissent facilement le marché. Ok. Donc ce n'est pas un miracle en soi. Moi, c'est comme ça que je vois le marché. Donc, quand je fais des vidéos, par exemple, basées que sur deux moyennes mobiles, c'est parce que moi, je le sais. Je décortique petit à petit. Mais la vidéo à trois moyennes mobiles et à quatre moyennes mobiles sont des concepts plus avancés. On rentre encore un peu plus bas dans les time frames pour essayer de disséquer un peu plus. On n'est pas. Alors que quand je n'utilise que deux, c'est vrai que ça allait basique, chaotique, mais c'est parce que je sais que euh, derrière, bon, j'explique pas à pas aux gens et que je recommande aussi aux gens d'aller tester et de voir, rien qu'en utilisant deux, d'aller tester. Parce qu'il y a une structure du marché qui a été produite par des time frames qui sont inférieurs à ces deux mois immobiles. Donc, si vous essayez d'entrer et de juger par rapport à ces deux mois immobiles, forcément, vous allez trouver beaucoup de bons trades. Et vous aurez beaucoup de win rate. Peut-être pas des risques reward costauds, mais vous aurez beaucoup de win rate. Et vous allez juste voir par rapport à vous et aux trucs que vous utilisez. Est-ce que les win rates là, que j'ai là, et les rewards que j'obtiens, est-ce que ça va en corrélation? Il y a une formule pour calculer cela. Si je me rappelle bien, ça doit être je crois que c'était un, je crois que c'était ça, un sur un plus le reward en fait. Je crois que c'était ça la formule si je me rappelle bien, de corrélation pour trouver la zone de neutralité. Donc ça veut dire que si vous avez alors ça veut dire que si vous avez justement un risque de un pour, c'est-à-dire un reward de un, ok, si vous avez un reward de un ici, ça voudra dire que vous avez un sur un plus un, donc ça veut dire un sur 2. Ça veut dire que quand vous serez à 50%, bon, il y a le fois 100 hein, ici, fois 100 quelque part par là, pour faire le pourcentage, mais vous avez 50%. Donc si vous gagnez 50% de vos trades en risque reward de un pour un, vous aurez la neutralité. Donc, c'est un peu, vous devez avoir ça à l'esprit. Ok. Donc là, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je devais faire. Ça m'a pris presque une heure pour vous expliquer cela. Je pense qu'il y a un point dont je voulais parler, mais que j'ai oublié. Ah oui, un dernier truc que je voulais vous dire. Suivant qui vous êtes, si vous êtes un investisseur ou si vous êtes un trader, la façon d'investir de base doit différer. C'est-à-dire qu'un investisseur, c'est lui qui prend le risque. Avant que les marchés ne bougent, c'est lui qui met son argent, qui prend le risque petit à petit, même quand le marché il est négatif. Lui, il se positionne petit à petit, et il
jusqu'à ce que le marché commence à donner. Lui, il est là en fait, c'est lui l'âme de la boîte. Il investit avant, ok, avant le mouvement. Le trader, lui, c'est comme un charognard en fait, ou si vous voulez ce que vous voulez. Lui, il investit quand il a constaté que le mouvement a démarré. Donc, il vient juste profiter, c'est un parasite. Il vient juste profiter un instant et il sort. Lui, il ne garde pas son argent longtemps sur les marchés. C'est-à-dire, il vient, il snipe et il sort. Comment moi je peux voir, comment je vois ma stratégie avec justement ce concept. Très bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça, c'est une grande vidéo que je vous donne, hein. Après, si quelqu'un n'est pas content après ça, bon, ça fait ça, mais moi je vous explique comment je conçois le marché, comment je décortique et pourquoi toutes mes stratégies ont toujours ce même principe-là. Peu importe l'indicateur que je vais utiliser, ça va être dans le même scénario. Si par exemple, je vais désactiver la 20, la 80 et la 5 et je vais vous montrer un truc. Donc supposons on a la structure du marché. Okay? Je suppose que ma moyenne mobile centrale par rapport à laquelle je vais déclencher mes trades, donc la zone, c'est-à-dire un investisseur, lui, il va essayer de se positionner sur le marché à chaque fois qu'on sera en dessous de la moyenne mobile. C'est-à-dire que la tendance est supposée être baissière, mais c'est là que lui, il va se positionner. C'est lui qui prend le risque. Donc lui, il va se positionner quand on est en dessous du marché. Okay? Le trader, par contre, lui, il va se positionner quand on est au-dessus. Donc si vous prenez ça comme l'équilibre du marché, quand on est dans cette zone en dessous, c'est-à-dire c'est les endroits les plus risqués, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'investisseur, lui, il va se permettre d'injecter son argent à ces niveaux-là, à ces endroits-là, pour un lendemain meilleur. Le trader, lui, il est, comme j'ai dit, c'est un parasite. Il va attendre quand le marché, ou un sniper si vous voulez, il va attendre quand le marché il va commencer à monter. Et lui, il va voir les signes que, ah, ça commence à devenir bon. Lui, il va commencer à se positionner au-dessus. Et il va commencer à sniper et profiter un peu, sortir un peu. L'investisseur, lui, il garde son argent généralement beaucoup plus longtemps sur le marché que le trader. Donc, quand on est en train de descendre ici, l'investisseur, lui, il va essayer, il va investir ici, il va investir là, il va investir là, il va investir là, il va investir là. Donc, il investit naturellement aussi quand c'est... Puisqu'il va garder plus longtemps, il investit généralement aussi quand c'est moins cher parce qu'il prend aussi moins de risques. Lui, il ne va même pas utiliser d'effet de levier. Donc, là, par exemple, quand lui vient, il achète le titre ou il achète le Bitcoin, il ne va pas acheter forcément avec un effet de levier. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut posséder le titre parce qu'il investit sur le long terme. Donc, il va peut-être soit il prend le risque pour la société, après il va peut-être tirer des dividendes en attendant que la valeur aussi augmente pour qu'il puisse revendre s'il veut. Donc l'investisseur, lui, c'est un gars qui, lui, il est là, il charbonne. Comme on le dit, c'est lui qui prend le plus grand risque. Il met son argent là, il met son argent là, il met son argent là, il met son argent là. Donc, par exemple, les stratégies de DCA sont beaucoup plus adaptées à quelqu'un qui est un investisseur. Parce qu'il va, à force d'investir lorsqu'il y a le chaos sur le marché, il va en réalité lisser en fait son investissement. Donc, si j'investis ici et que je mets 100 dollars là, par exemple, et que le marché il descend à ce niveau et que je remets encore un 100 dollars, forcément à ce niveau, mes 100 dollars ont fait plus d'unités que mes 100 dollars ici. Donc, déjà, un prix moyen va se créer quelque part entre les deux. OK? Et que si le marché il descend là et que je mets 100 dollars encore, c'est que les 100 dollars ici me donnent plus de titres que ici et ici. Mais de manière globale par rapport à mon investissement de base ici, ça veut dire que j'ai plus de titres et aussi j'ai un prix d'achat qui est en réalité moins cher que ce que j'avais ici. OK? Donc là, et à force de faire cela, il va se retrouver en fait à un endroit où il sera par exemple peut-être à force d'avoir investi encore là et peut-être là, peut-être que dès que le marché va remonter à ce niveau, lui, il serait déjà positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait le vrai concept de DCA. Lui serait déjà positif quand le marché va briser cette zone.
Et donc, quand le marché va briser ces zones et lui, il sera positif, en réalité, lui, en tant qu'investisseur, il ne doit plus se positionner sur le marché. Il ne doit plus entrer en position. Il doit tout simplement attendre que le marché continue de monter et lui, il va sortir ses positions progressivement. Il sort, il sort, il sort, il sort, il sort. Donc, lui, il va faire du scale out quand le marché il monte. Et quand le marché il descend, il va faire son truc de DCA. Il achète moins cher, 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 il achète. Mais il va garder plus longtemps son trade. Donc, quand vous avez une moyenne mobile que vous dessinez comme moyenne mobile centrale, vous pouvez dire que en dessous de la moyenne mobile, c'est la zone des investissements. Là, je suis en train de parler pour ceux qui traitent les actions ou les cryptos, donc qui investissent généralement sur ces marchés-là, sur des grandes unités de temps. Donc, vous allez vous dire que dans cette zone-là, tout ce qui est en dessous de cette moyenne mobile, c'est la zone de l'investisseur. Et tout ce qui est au-dessus de la moyenne mobile, c'est la zone du trader. Parce que lui, ici, lui, il est sûr que la tendance vient de s'inverser. Donc, il va essayer de faire plutôt des stratégies euh, de sniper, il entre, il sort, ou il va essayer de faire de l'inverse de l'investisseur. En quelque sorte, il va faire du scaling. Donc, il va entrer une fois quand son bénéfice va monter à un endroit. Il va d'abord couper, il va sortir son risque initial. Ensuite, quand ça va monter un peu, il va prendre son bénéfice à une partie, il va le réinvestir. Ainsi de suite, il va réinvestir pour que à la fin, suivant l'objectif qu'il veut atteindre, par exemple, s'il veut arriver là, il va en fait arriver ici avec une plus grosse position sans risque. Ok. Donc lui, il fait du scaling au fur et à mesure en ayant déjà sorti son risque dès le départ. Alors que l'investisseur, lui, il entre dans la zone risquée parce qu'il ne sait pas, mais il accumule. Et vu qu'il accumule, il achète toujours plus bas, en fait, il commence à minimiser le risque qu'il avait pris ici au départ. Donc, vous voyez, quand il fait ça, il commence à compresser, en fait, le risque qui devient de plus en plus petit parce que il achète, et comme il achète, il a un prix de revient moyen qui descend, et ce prix de revient va se rapprocher au fur et à mesure de la zone où il sera le plus vite rentable, lui. Et il aura beaucoup d'unités. Donc, comme lui, il a déjà beaucoup d'unités dès le départ et qu'il est déjà rentable dès que le marché se retourne, lui, il va essayer plutôt de libérer, 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 libérer. Alors que le trader, lui, il va prendre beaucoup de risques à cet endroit-là. Okay. Il va couper en même temps, après une certaine distance, la moitié de son risque pour essayer de se protéger. Et avec l'autre moitié qui est le bénéfice, il va essayer d'ajouter, 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 d'ajouter pour avoir une grosse position à la fin qui va tout sortir d'un coup à un endroit. Mais il doit tout faire pour sortir avant que ceux qui sont les investisseurs dans l'autre sens, parce qu'il y aura les investisseurs dans l'autre sens qui vont essayer d'accumuler, d'accumuler. À chaque fois que le marché va contre eux, ils vont accumuler, 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 accumuler. Et à un moment, ils vont tellement accumuler que maintenant, ils vont commencer à envoyer le marché dans l'autre direction. Donc, si vous voyez, en fait, c'est le concept de base. Donc, vous avez en dessous la zone de l'investisseur et au-dessus la zone du trader. Donc, ça va dépendre de votre personnalité. Et ça veut dire que si vous prenez déjà cette moyenne mobile de base comme moyenne mobile de référence, maintenant, vous pouvez choisir comment vous allez entrer avec différentes sortes de stratégies. Des stratégies d'accumulation pour ceux qui sont en dessous et des stratégies ici de scaling comme vous voulez quand vous êtes trader ou bien vous scalpez, vous entrez une fois, vous shootez, vous sortez, vous regardez, vous ouvrez une nouvelle position, etc. Donc il y a deux philosophies qu'il faut voir à travers ça. Et moi, rien qu'en prenant ma moyenne mobile, je peux observer cela. Et que je peux me dire, voilà, que le Bitcoin à l'heure actuelle, les investisseurs, ils ont suffisamment accumulé ici. Maintenant qu'on est passé au-dessus et qu'on semble être solide au-dessus là, c'est maintenant les traders qui vont essayer de jouer leur jeu et ils vont, tous les deux, ils vont essayer de tirer le marché jusqu'à un certain ici. Après, maintenant, tous les débutants, bon, pas les débutants, en fait, tous les gens qui ont la part du gain et qui ne maîtrisent pas, ils vont venir vers la fin et puis ils vont se faire embrouiller et ils vont penser que le marché en fait ne les aime pas. Le marché en réalité il s'en fout de qui vous êtes. Peu importe ce que vous allez faire, vous finirez par perdre. Donc voilà ce que je voulais expliquer et je voulais aussi vous dire que n'oubliez pas que même si on critique les moyennes mobiles et on pense que c'est pas, pour moi c'est l'indicateur le plus puissant, après chacun peut dire ce qu'il veut, ça dépend de comment vous utilisez.
les plus gros traders qui ont fait de très très grandes performances sur les marchés sont tous des utilisateurs de moyenne mobile. Il y en a qui n'ont qu'une seule moyenne mobile. Bon, eux, je leur tire même chapeau parce que moi, avec une seule moyenne mobile, j'aurais du mal à visualiser le marché. Ceux qui en ont plusieurs, je les comprends, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'il y a un principe qui vient souvent, que ce soit la moyenne mobile, la bande de Bollinger, comme je vous rappelle, il y a toujours ce truc-là de accélération. Et la première partie que vous voyez comme le crossover et que beaucoup de gens pensent en réalité que c'est, c'est-à-dire la première partie que vous voyez ici, qui est l'accélération crossover, que nous tous nous voyons généralement comme en retard parce qu'on se dit qu'on a perdu toute cette partie. Non, pas du tout. On n'a pas perdu. Nous, nous sommes des traders. Donc, si on est des traders, je veux dire qu'on est à court terme, si on est des traders, on est obligé de donner cette partie. Et c'est à travers cette première accélération qu'on va en fait définir tout ce qui va se produire. On sait que la tendance est solide, qu'on va pouvoir entrer par rapport au time frame qui est plus petit que ces deux-là, parce que c'est ce time frame-là, si lui ne tient pas, forcément la tendance ne tiendra pas sur les deux grands time frames, ça va se retourner. Donc on va essayer en fait d'entrer avec ces time frames que vous voyez qui sont qui sont plus petits. Donc, mais ça, ce truc que vous donnez ici, en réalité, vous ne donnez rien. C'est ça la base même pour vous qui êtes trader. L'investisseur, par contre, il aura des stratégies où il va lui entrer en bas ici. Mais lui, à chaque fois, il va garder sa position pendant longtemps. Il aura beaucoup de maux de tête. Mais c'est un investisseur. Il est prêt. Vous, et il a généralement beaucoup d'argent. Et il va lisser, forcément. Et vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, vous devez entrer au bon moment. Donc, il faut donner ce mouvement. Et ce mouvement-là, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir déterminer même vos objectifs. Parce que à travers ce mouvement, vous allez vous dire, OK, je fais ça, je positionne là, je mets mon stop loss, je mets le truc là et je peux me dire, ah, voilà un premier objectif ici. Ça veut dire que le 100% là, ça veut dire qu'on a pris ce premier mouvement, qu'on l'a reporté là et ça donne cette zone. Donc, on veut au moins avoir ce mouvement-là ici. Et on espère avoir ensuite les 618 derrière. Après les 618, on se dit on va avoir les 2 618. Après on va avoir les 3 618, etc. etc. Donc ce n'est en réalité pas un problème ce premier mouvement. Pas du tout. Comme vous l'avez ici aussi. Ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas réellement un retard. Si vous attendez le pullback, ce n'est pas un retard parce que vous allez entrer dans le creux. Mais si vous n'attendez pas le pullback et vous voulez entrer rien qu'au crossover, là, vous avez des problèmes. OK? Si vous avez ici aussi, est-ce que ici c'est un retard pour vous? Vous allez peut-être dire sur le beau. Moi, en 2020, j'avais fait 129% de mon capital, si je me rappelle. Bon, c'est pas un gros compte, hein, c'est un petit compte sur eToro que j'avais. J'ai fait 129%. Je crois que j'avais 2000 $ à l'époque. Et puis ça s'est multiplié. Et l'année qui a suivi, j'ai fait 300 et quelques pourcents. Donc à la fin du bull run, je devais être à un compte qui était à 2000 $ était passé à 16 000 quelque chose. Un truc comme ça. Euh, mais c'était pas un grand compte, un grand portefeuille. OK? Mais bon, et ça a donné quand même ce que ça a donné. Mais c'était ici, c'est-à-dire que c'était visuel, c'était tranquille, c'était facile. Ce premier mouvement-là, ce qui m'a énervé en fait quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais, c'est que moi-même en fait je n'y croyais pas que des trucs pouvaient bouger aussi loin. Parce que j'avais commencé par le forest. Donc j'étais dans le forest, c'était quand même dur. Et je ne pensais pas qu'il y avait des trucs qui pouvaient bouger aussi violemment. Sinon, je serais déjà devenu très très riche il y a longtemps, quoi. Mais je ne pensais pas. Vous imaginez que je possédais 100 unités de, de Ethereum en 2000, je crois que c'était 2016. Donc, je posais 100 unités de Ethereum. Et moi, je les ai vendus, je crois que je les ai vendus à 20 ou 30, un truc comme ça. Donc, pratiquement au début, quoi. Tu pourrais, parce que je ne croyais pas que. On va remonter le graphe. On va voir si je dis des bêtises. On va remonter. Alors, on est où là? 2016. Voilà. 2016. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Moi, je possédais une centaine d'unités dans cette zone-là.
et moi je les ai revendus quelque part par ici. Parce que moi je n'imaginais pas que quelque chose pouvait aller aussi loin. Et regardez, Ethereum, il était allé jusqu'à 1500. Enfin, j'avais le seum. Pour quelqu'un qui possédait au moins 100 unités, vous imaginez, j'aurais eu, euh, j'aurais eu 150 000 dollars. Putain. Ah, franchement. Bon, ça c'était. Ah là là, c'était fou. Et même le Bitcoin, je devais en avoir deux ou trois avec effet de levier, bien sûr. Je les achetais sur eToro à l'époque, avec effet de levier. Et je devais en avoir deux ou trois. Et pourtant, ah la vie. Bon, je ne m'imaginais pas, mais bon, au moins on apprend et on tire des leçons de ces erreurs. Je n'imaginais pas qu'il y avait des trucs qui pouvaient bouger comme ça. Même sur le marché action, je n'imaginais pas que ça pouvait bouger comme ça. Je trouvais ça irréaliste en fait. Mais c'est après que j'ai appris que, mais bon, c'est pas ce que tu as envie de croire, mais c'est ce qui est qui compte. Donc voilà, si ça peut vous aider, comment moi je vois les moyens mobiles, si voilà ma conception, comment je détecte, comment je me positionne, etc. Après, si certains trouvent que c'est nul de trader avec les moyens mobiles, c'est pas grave. Moi, ça fonctionne pour moi, donc je ne vais pas laisser quelque chose qui fonctionne pour moi pour aller chercher quelque chose que je ne comprends pas réellement. Surtout que j'ai testé des tas d'indicateurs. J'ai testé Ishikomu. Il est bien, hein, Ishikomu. Je l'ai testé. J'ai testé Band de Bollinger, les paraboliques, la DX, ADX, ouais, ADX. Tellement d'indicateurs, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Voilà. Mais bon, à la fin, je suis arrivé au truc basique comme bande de Bollinger, RSI et mémoire mobile. Accessoirement, stochastique et MACD. Mais généralement, je les utilise pour remplacer RSI et l'ATR. Généralement, j'utilise quand je veux utiliser le screener que vous avez ici là, de Investing. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour savoir si les charts là sont gratos. Ah oui, c'est gratos sur Investing. Bon, il y a la version payante, mais bon, j'ai jamais payé. Je suis désolé, Investing, mais bon, quand c'est gratuit, c'est gratuit quoi. Euh, et voilà le sélecteur d'action. Dans le screener, vous choisissez le pays que vous voulez. France. Moi, généralement, je fais ça. Et par exemple, je commence avec, je prends les États-Unis, par exemple, je commence avec un premier critère. Où est-ce qu'ils sont passés? Voilà. Je vais dire indicateur technique, je vais prendre l'ATR, ok, les 14 derniers jours. Je vais dire que je veux au moins que l'actif bouge de 0,5. Donc ça veut dire que il faut au moins que cette action-là bouge au moins de 0,5 par jour sur les 14 derniers jours pour m'intéresser. Surtout quand je veux me positionner sur des petits actifs. Vous voyez, des trucs qui sont en dessous de 10, en dessous de 10 dollars, en dessous de 20 dollars. Je veux au moins que ça bouge de 0,5. C'est le premier filtre que je mets. Après, généralement, je mets les filtres concernant le volume échangé par jour en moyenne. Vous voyez, sur 3 mois, par exemple, je veux voir le volume, je mets le filtre sur le cours. Et après, quand j'ai mon screener, je mets l'indicateur technique, je prends ici RSI aussi, je dis que je veux par exemple que les RSI, que à ce moment-là, que ce soit en dessous des 50, donc je veux des trucs qui sont en train de corriger. Et là, maintenant, je vais après regarder chaque actif, je vais lire un peu, par exemple, si je prends Apple, je vais lire un peu les résultats qu'ils ont eus précédemment, je vais voir le profil financier, ok, je vais voir le profil financier, je vais voir les trucs comme annuel, parce que trimestre c'est bien, mais bon, je prends l'annuel, je regarde ce qu'ils ont eu, je regarde leur flux de trésorerie, ok, je regarde aussi le compte de résultats, etc., etc., des infos clés, quoi. Bon, qui ne sont pas réellement intéressants pour moi en réalité parce que j'utilise l'analyse technique, mais j'essaye d'observer pour voir quand même si à la fin en fait de l'année s'ils vont déjà me donner des dividendes si jamais je garde mon trade pendant longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après c'est un peu ça. Généralement, je vous conseille de prendre les 10 premiers de la market cap. Comme ça, vous avez moins de soucis. Même si
c'est un peu des titres qui coûtent, mais vous êtes avec les diplômés. Généralement, ces gars-là distribuent aussi des dividendes. Donc, et ils sont généralement plus sûrs, ils ont des boîtes qui tiennent la route, quoi. Surtout quand vous prenez des trucs qui vendent des biens de consommation, par exemple, ou bien des trucs comme Coca-Cola. Quand vous voulez Coca-Cola, vous prenez McDo, c'est des trucs que les gens ils mangent tous les jours, donc il y a très peu de chances que ce genre de choses ça tombe, quoi. Ouais, Coca-Cola, vous pouvez prendre par exemple Walmart ou bien Costco, des trucs comme ça tient la route. Généralement quand ça vend un produit. Après les trucs du digital, du Nasdaq là, vous pouvez faire un peu attention, mais dans l'ensemble ça va, quoi. Ouais, donc généralement prenez les trucs du top. Bon, j'ai fait un peu le tour. J'espère que chacun y a trouvé pour son compte. Et on va mettre un terme. Et puis, quand j'aurai encore un peu de temps, je vais vous faire une autre vidéo. Tout ce que moi je donne comme contenu, c'est gratuit. Je ne demande rien à personne. Et je ne vendrai probablement jamais rien à personne. C'est pas mon truc. Je fais beaucoup d'autres choses dans la vie. Et je performe aussi bien dans ces choses-là. Et donc, je n'ai réellement pas besoin, je partage juste ma connaissance. Et quand quelqu'un il a quelque chose à dire, il me le dit dans le commentaire. Si c'est valide et que je peux l'implémenter dans ma propre méthode, je l'implémente. Si je trouve que c'est pas bien, bon, j'explique pourquoi c'est pas bien. Et j'améliore. Donc, de toute façon, on est toujours en constante amélioration. Donc, voilà. Merci. Sur ce, on a fait 1h21 minutes. Je crois que c'est ma plus longue vidéo sur la chaîne. Donc, merci à vous et bon week-end et bon trade pour la suite. Merci. Ciao.